Courte vidéo, nous allons nous intéresser aux dépenses de santé depuis 1950. Le secteur de la santé est l'un des secteurs les plus intéressants de nos économies, à la fois parce que c'est un secteur en forte croissance depuis plus d'un siècle, qui regroupe un ensemble très vaste de métiers et de qualifications, symbolisant la tertiarisation de nos économies, mais aussi parce qu'il illustre les succès et les défaillances de nos économies de marché, ainsi que de nos comportements économiques, justifiant l'action de l'État dans de nombreux domaines, allant de la mise en place d'un système d'assurance maladie à une régulation du prix des biens et des services médicaux. L'évolution du secteur de la santé est souvent mesurée sous l'angle de la dépense, et deux indicateurs sont utilisés. La consommation de soins et biens médicaux, on parlera de CSBM, qui comprend les soins hospitaliers, les soins ambulatoires, les transports sanitaires, les médicaments et les autres biens médicaux tels que l'optique, les prothèses, etc. La CSBM synthétise la dépense de biens et de services médicaux consommés en vue de traiter une perturbation provisoire de l'état de santé. L'indicateur de dépenses courantes est plus large. Il intègre la CSBM, mais comprend aussi les soins de longue durée, les indemnités journalières, les dépenses de prévention collective, les subventions reçues par le système de santé, le fonctionnement de la recherche, de la formation et de l'administration sanitaire. Les soins de longue durée comprennent les soins aux personnes âgées en établissement, les EHPAD, les services, ainsi que les services de soins à domicile, et puis les soins de longue durée aux personnes handicapées. Les indemnités journalières comprennent les prestations en espèces versées par la sécurité sociale à un assuré lorsqu'il est amené à cesser son travail pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail. Voilà, la question que nous allons nous poser, c'est quelle est l'évolution de ce secteur et donc de ces trois indicateurs et de leur composition, de leurs composants depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. La CSBM compte pour 203,5 milliards d'euros en 2018, soit 8,9% du PIB. C'est un chiffre très important qui est quasiment équivalent à l'industrie en France. Mais contrairement à l'industrie, dont la part diminue dans le PIB depuis plus d'un demi-siècle, la consommation de soins et de biens médicaux a connu une croissance importante, avec une hausse de 7% par an entre 1950 et 1985. Cette hausse est en valeur. Cette forte croissance était liée à un ensemble de facteurs jouant à la fois sur l'offre et sur la demande. Côté demande, les biens et services de santé sont ce que les économistes appellent des biens supérieurs, c'est-à-dire des biens dont la demande augmente de façon plus que proportionnelle avec le revenu. Or, la période qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale est une période de forte croissance, ce sont les 30 glorieuses, et donc les revenus augmentent très fortement et la consommation de biens et de services médicaux y est très sensible. Le deuxième élément qui va stimuler la demande, c'est le développement de l'assurance maladie, qui, créée en 1946, va d'abord couvrir les salariés, puis progressivement s'étendre aux exploitants agricoles et aux indépendants, et qui va devenir quasiment universelle en s'élargissant aux résidents à partir de 1976. La part de la Sécu, qui était de 51% en 1950, atteint ainsi 80% en 1980. Elle est aujourd'hui très proche, avec un taux de 77%. Enfin, le dernier élément qui va expliquer cette augmentation de CSBM, c'est le programme de construction d'hôpitaux sur tout le territoire français, et notamment dans les villes de taille moyenne qui n'en étaient pas dotées. Cette augmentation de l'offre hospitalière va aussi s'accompagner d'une augmentation du nombre de personnels médicaux. La densité des docteurs est ainsi multipliée par 3 entre 1950 et 1980. À partir du milieu des années 80, les dépenses vont commencer à être encadrées et limitées par plusieurs lois successives. On observe très clairement sur la courbe en jaune plusieurs périodes de tassement des dépenses. D'abord dans les années 85, 90, puis 95, 2000 et à nouveau entre 2010 et 2015. Ce ralentissement des dépenses est d'autant plus remarquable que dans le même temps, les gains en termes d'espérance de vie ont été importants. Près de 8 années supplémentaires ont été obtenues. Et que le vieillissement de la population a engendré inévitablement des dépenses supplémentaires. Les principales mesures ont consisté à limiter les exonérations du ticket modérateur, puis à la fin des années 90 à fixer des objectifs nationaux de progression des dépenses d'assurance maladie. Enfin, dans les années 2000, plusieurs mesures ont été instaurées, dont les participations forfaitaires, les franchises, la création du parcours de soins coordonnés, le déremboursement de certains médicaments et le développement des génériques. Ce contrôle des dépenses a été particulièrement marqué dans les soins hospitaliers,
qui continue de croître, mais à un taux beaucoup plus faible, de l'ordre de 0,8% en 2018, alors que c'était 2% l'année passée et quasiment 3% dans les années 2000. Les soins de ville sont désormais le principal contributeur de la croissance, avec une hausse de 3% en 2018. Et en leur sein, on peut noter une hausse du recours aux auxiliaires médicaux et aux soins infirmiers qui est proche des 4%. Cette réduction de la croissance des soins hospitaliers et cette accélération des soins de ville illustrent ce qui est appelé le virage ambulatoire. En effet, depuis les années 2000, le paysage hospitalier se transforme de plusieurs façons que l'on peut illustrer par une diminution du nombre de sites hospitaliers, soit du fait de fermeture ou de regroupement, et une diminution du nombre de lits. En raison de la recherche d'économies dans le secteur de la santé, visant à trouver des alternatives à l'hospitalisation complète, comme l'hospitalisation à domicile, qui a plus que doublé en 10 ans, mais aussi en raison d'innovations médicales qui ont transformé les modes de prise en charge. Le taux de chirurgie ambulatoire est ainsi passé de 38% en 2008 à 54% en 2016. Cette réforme structurelle nécessite des progrès majeurs en matière de coordination des prises en charge entre la ville et l'hôpital et le renforcement de l'accès aux soins primaires et à l'hospitalisation à domicile. Si l'on passe désormais à l'indicateur de dépenses courantes de santé, qui, comme nous l'avons dit en introduction, est plus général que l'indicateur de CSBM, on observe sans surprise que les soins de longue durée sont de plus en plus importants. Depuis 1995, la plupart des composants de la DCS ont ainsi augmenté de 2 à 4%, alors que les soins de longue durée ont augmenté de 6% par an. Mais cette moyenne cache des disparités sur la période. En effet, si les soins de longue durée étaient très importants dans les années 2000-2005, leur croissance n'a cessé de diminuer pour atteindre les 3% sur la période la plus récente. Si on passe désormais à des comparaisons internationales et que l'on débute notre analyse par la part de l'assurance maladie dans le financement des dépenses, on observe que la France, comme l'Allemagne, ont un système à dominante assurantielle. Par rapport à l'Allemagne, la France se caractérise par une forte intervention des organismes complémentaires, c'est-à-dire des régimes privés. Ils couvrent 7% des dépenses, contre 3% en Allemagne. Ce secteur est cependant très encadré par l'État. D'autres pays, comme l'Italie, le Royaume-Uni ou la Suède, sont en mode assurantiel. C'est l'État qui fournit un service national de santé qui est financé par impôts et non pas par des cotisations comme dans le monde assurantiel. D'une façon générale, dans ces pays, les restes à charge sont globalement plus élevés. Si nous en venons maintenant à comparer les croissances des dépenses de santé en Europe et dans l'OCDE, nous pouvons conclure que la maîtrise des dépenses en France, que nous avons observé précédemment, n'a pas été la règle ailleurs en Europe. En effet, dans l'ensemble des pays, ces dépenses de santé ont fortement augmenté. Dans certains pays comme l'Italie et l'Espagne, qui avaient été durement frappés par la crise de 2008, cette croissance des dépenses illustre simplement un retour à la normale, où les individus ayant retrouvé un emploi se soignent à nouveau. Mais par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, la stagnation française illustre peut-être des efforts importants qui ont été réalisés dans le secteur de la santé pour contraindre sa dynamique. Et ce, pour le meilleur et pour le pire, pourrait-on dire en conclusion. Justement, en guise de conclusion, on peut résumer le secteur de la santé en France par sa très forte croissance jusque dans les années 85, puis par une diminution de cette croissance. Il est important de garder en tête que ce secteur continue de croître, mais simplement moins vite que par le passé, mais toujours beaucoup plus rapidement que le reste de l'économie française. La clé de voûte de ce système a longtemps été le secteur hospitalier, mais ce dernier est en train de se métamorphoser, laissant davantage la place aux soins de ville. L'hôpital se recentre en quelque sorte sur ses missions premières. Il est davantage une étape, la plus courte possible, qui redispatche les activités vers les médecins et les équipes de soins primaires. Cette évolution, qui a débuté il y a une vingtaine d'années maintenant, devrait se poursuivre en dépit de la crise du coronavirus que nous connaissons. Cette pandémie va avoir cependant de multiples conséquences sur le secteur de la santé. Elle va entraîner une pression encore plus forte dans les milieux hospitaliers pour diminuer les dépenses. En effet, même si la crise aura révélé les lacunes du système, les besoins de financement plus importants, l'endettement de l'État risque d'être tel, après la crise économique, qu'il faudra inévitablement faire des économies dans tous les secteurs. Le secteur de la santé sera sans doute moins frappé que d'autres, que l'éducation par exemple, mais il le sera inévitablement, de façon directe ou indirecte, et indirecte même. Les petites entreprises du secteur sanitaire risquent d'être en grande difficulté.
Enfin, les établissements et les personnes qui s'occupent des personnes âgées vont être touchés du fait de la forte mortalité liée au Covid-19. Enfin, pour ne pas conclure sur une note trop pessimiste, et pour être un peu optimiste, bien j'espère que comme tout économiste, je me trompe dans mes prévisions et qu'au contraire, les pouvoirs publics auront pris conscience qu'on ne dépense jamais trop dans le système de santé. Cette pandémie illustre en effet que de ne pas dépenser suffisamment revient à payer ensuite une catastrophe économique abyssale.